Monsieur. Alors Didier, vous souhaitez en savoir davantage au sujet de Komlan Sossoukpé, un journaliste béninois critique du pouvoir. Il a été interpellé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, extradé à Cotonou, puis incarcéré à Ouidah, dans le sud du Bénin, notamment pour apologie du terrorisme, selon ses avocats. Didier, pour vous apporter les réponses les plus précises possibles, nous avons fait appel à Benoît Almeras, notre correspondant à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour Benoît. Bonjour Namori. Alors Didier, on écoute votre toute première question. Alors, bonjour RFI, bonjour monsieur. Alors, comme vous venez de le dire, le journaliste béninois Komlan Sossoukpé a été interpellé en Côte d'Ivoire alors qu'il bénéficie du statut de réfugié, et ce depuis 2019. Alors, ma question est de savoir, les autorités ivoiriennes étaient-elles en droit de procéder à son extradition malgré les protections accordées par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés? Eh bien Didier, Benoît Almeras, notre correspondant à Abidjan, vous répond. Merci Didier pour votre question. Je vais la reformuler si vous le voulez bien. En fait, dans cette affaire Komlan Sossoukpé, est-ce que la Côte d'Ivoire a respecté le principe de non-refoulement? Le non-refoulement, c'est une règle du droit international qui interdit l'expulsion d'un réfugié sur les frontières de territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison, entre autres, de ses opinions politiques. Alors Benoît, c'est un principe institué par la Convention sur le statut des réfugiés et la Convention contre la torture. Oui, la Côte d'Ivoire est signataire de ces deux conventions. Et pour en revenir à ce que l'on sait, Didier, Komlan Sossoukpé a été invité en Côte d'Ivoire pour couvrir le Ivoire Tech Forum, un salon dédié aux nouvelles technologies. Et pour venir dans le pays le 8 juillet, il a utilisé un titre de voyage émis par le Togo et son statut de réfugié y est mentionné noir sur blanc. Komlan Sossoukpé voyage systématiquement avec ce titre de voyage selon ses proches. Alors Benoît, les autorités ivoiriennes ont-elles procédé à l'extradition de Komlan Sossoukpé? En fait, c'est le principal angle mort du volet ivoirien de cette affaire. Selon les versions de plusieurs médias, le journaliste béninois a été arrêté soit par des policiers, soit par des gendarmes, soit par des éléments en civil à son hôtel, avant d'être emmené jusqu'à l'aéroport d'Abidjan. Et d'après Reporters sans frontières, il a été ensuite renvoyé vers Cotonou à bord d'un vol privé dans la soirée du 10 juillet. Selon ses avocats, Komlan Sossoukpé est aujourd'hui détenu à la prison civile de Ouidah. Il a auparavant été présenté devant le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et toujours selon ses avocats, 4 chefs d'inculpation ont été retenus contre lui, notamment incitation à la rébellion et apologie du terrorisme. En fait, à ce stade, Namori et Didier, nous ne sommes pas en mesure de confirmer le déroulé exact des événements et donc de savoir si la Côte d'Ivoire a effectivement violé le principe de non-refoulement. Les ministères ivoiriens de l'Intérieur et des Affaires étrangères n'ont en tout cas pas donné suite à nos sollicitations. Mais pour les avocats de Komlan Sossoukpé, on ne peut pas parler d'extradition, ni d'interpellation, ni de détention provisoire. Pour eux, il s'agit en fait d'un abus. Ces avocats réclament une communication immédiate et circonstanciée de la part des autorités béninoises comme ivoiriennes sur la situation du directeur du média Olofofo, mais aussi les conditions du retour forcé de Komlan Sossoukpé au Bénin. Enfin, Benoît, il y a un précédent, celui de Steve Amoussou. Oui, Namuru, Steve Amoussou, c'est ce cyberactiviste béninois qui vivait au Togo avant d'être arrêté et emmené au Bénin l'an dernier, selon ses avocats. L'homme est soupçonné d'être derrière le compte Frère Unvi, ce qu'il a toujours nié. Frère Unvi, c'est un compte en fait très critique du président du Bénin, Patrice Talon, et sa famille. La Criette a condamné Steve Amoussou au début du mois dernier à 2 ans de prison pour injure à motivation politique ou encore diffusion de fausses nouvelles. Et à 1 an d'intervalle, évidemment, cette affaire Komlan Sossoukpé présente des similitudes avec cette affaire Steve Amoussou, Frère Unvi. Didier, avons-nous répondu à vos interrogations?
Oui, c'est bon. C'est bon. Eh bien Didier, merci à vous et belle journée à vous à Cotonou, au Bénin. On salue également tous nos auditeurs béninois qui nous écoutent sur le 90 FM ou sur le 106 FM, notamment à Parakou. Un grand merci également à Benoît Almeras, notre correspondant à Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous sommes désormais en ligne d'Abéché, c'est au Tchad, avec Abdelrazak. Bienvenue Abdelrazak. Oui, bonjour Namori et bonjour à toute l'équipe de la Percée de l'actualité. Bonjour à vous Abdelrazak. Votre question porte sur les affrontements entre Druzes et Bédouins à Souaïda dans le sud de la Syrie. Le bilan des violences s'élève à au moins 248 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Mercredi, Israël a bombardé le QG de l'armée syrienne à Damas en assurant vouloir protéger la communauté druze et en affirmant également qu'elle ne permettra pas une présence militaire syrienne dans le sud du pays, notamment près de la frontière avec Israël. Alors Abdelrazak, pour vous répondre le plus précisément possible, nous avons sollicité Thomas Pierret, chargé de recherche à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. Thomas Pierret, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors dans le sud de la Syrie, d'importants combats opposent les Bédouins et les Druzes. C'est ce que souhaite savoir notamment Abdelrazak, notre auditeur. Abdelrazak, vous avez la parole. Quelle est votre toute première question ? Dans le sud de la Syrie, d'importants combats opposent les Bédouins et les Druzes. Alors, quelles sont les raisons et les origines de ces conflits ? Thomas Pierret vous répond. Alors c'est un conflit ancien qui en fait a commencé avant la guerre qui a ensanglanté la Syrie entre 2011 et 2024, puisqu'il y a par exemple eu un épisode très violent de ce conflit en 2000 qui avait fait plusieurs centaines de morts. C'est un conflit à l'origine qui n'a pas une origine religieuse, mais qui est lié à des questions de contrôle et d'usage de la terre, notamment pour l'élevage et l'agriculture. Néanmoins, pendant la guerre des 2 dernières décennies, le conflit s'est envenimé tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup plus d'armes en circulation et que différentes parties au conflit, donc par exemple le régime d'Assad ou l'organisation de l'État islamique, ont appuyé l'un ou l'autre camp selon leur intérêt, donc ont donné des armes à ces différentes parties. Et donc le conflit, au cours des 5-6 dernières années, est devenu de plus en plus violent. Abdelrazak, vous aviez une autre question pour notre invité. Effectivement, Namirou. Comment se positionnent les autorités syriennes face à ces combats ? Thomas Pierret. Disons qu'elles ont, on peut dire, alors elles sont fatalement plus proches des Bédouins. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les Druzes ont formé des groupes d'autodéfense pendant la guerre civile, ce qui leur a permis de garder une forme d'autonomie vis-à-vis de l'ancien régime d'Assad, mais aussi, bien sûr, du régime actuel après la chute d'Assad. Et un certain nombre de ces groupes druzes ont refusé de retourner dans le giron du pouvoir central, ou en tout cas avec des conditions strictes. Ils demandaient une forme de décentralisation assez avancée, ce que le gouvernement de Damas a refusé. Et donc celui-ci a plutôt appuyé les Bédouins et s'est appuyé sur eux, sachant qu'il y a aussi pour le coup une communauté d'identité religieuse, puisque ces Bédouins sont des musulmans sunnites, comme le régime qui gouverne Damas aujourd'hui. Et en gros, ce que le régime a fait, c'est d'intervenir, on va dire, en disant qu'il allait stabiliser la situation, mettre fin au combat. Alors, ce qui était sans doute en partie son intention, mais il s'agissait aussi de profiter de la situation pour se débarrasser des groupes armés druzes récalcitrants et donc imposer son autorité sur la région de Souaïda. Et une dernière chose, c'est que dans ces opérations militaires, alors le régime a envoyé l'armée, les forces de sécurité, mais il s'est aussi appuyé sur ces Bédouins, en tout cas sur ces groupes armés bédouins, et qui ont commis un certain nombre d'exactions contre les civils. À noter que les forces gouvernementales syriennes se sont retirées aujourd'hui de toute la province de Souaïda, dans le sud de la Syrie. C'est ce qu'annonce l'OSDH. Le retrait de ces forces gouvernementales intervient après un accord de cessez-le-feu proclamé hier. Le président intérimaire syrien Ahmed al-Shareh a annoncé dans la nuit le transfert à des factions locales de la responsabilité du maintien de la sécurité à Souaïda. Abdelrazak, avons-nous convenablement répondu à vos interrogations ? Bien sûr, je suis très satisfait. Eh bien, on vous souhaite une excellente journée à Abéché, au Tchad. Thomas Pierret, restez avec nous. Je vous présente Ali, qui nous appelle de Rosso, dans le sud de la Mauritanie. Bonjour Ali. Bonjour Namori Dosso. Alors vous aussi, vous voulez en savoir plus au sujet de la situation actuelle en Syrie. Ali, on écoute votre première question.
Ok, je salue d'abord tous les auditeurs de RFI. Donc, je me nomme Ali Mangan, comme vous l'avez dit. Comme vous le dites, je vous appelle de Rosso, au sud de la Mauritanie. Donc, j'ai deux questions concernant les bombardements de l'État hébreu en Syrie. Bon, Israël affirme défendre les combattants druzes en bombardant les forces syriennes. Ma première question est de savoir pourquoi l'État hébreu s'intéresse-t-il particulièrement à la communauté druze de Syrie. Ali, notre invité Thomas Pierret vous répond. Il y a deux raisons à cela. Alors la première, c'est qu'il y a en Israël même une minorité druze d'environ 150 000 personnes, qui est donc une petite partie de la communauté arabe palestinienne qui vit en Israël, dans les territoires de 1948, mais qui, à la différence des autres arabes, est considérée comme très proche de l'État d'Israël, et notamment parce que les hommes de cette communauté druze servent dans l'armée israélienne, y compris dans des régiments d'élite. Donc ils ont un certain point, une certaine influence, et l'État israélien est sensible à leur sentiment de solidarité vis-à-vis des Druzes en Syrie et de ce qui pourrait leur arriver. Ça, c'est un élément. Le deuxième, c'est que Israël l'a dit, il souhaite que le sud de la Syrie soit démilitarisé. C'est-à-dire, il considère que le régime de Damas n'a pas le droit de déployer des forces armées dotées d'équipements lourds dans le sud de la Syrie. Alors, un des moyens pour obtenir cela, c'est d'occuper. Israël occupe directement une partie du sud-ouest de la Syrie, donc le plateau du Golan et un certain nombre de territoires qu'il a occupés en plus depuis le mois de décembre dernier. Mais évidemment, appuyer les Druzes et interdire au gouvernement de Damas de s'installer dans la région de Souaïda, c'est également une manière donc de démilitariser de fait le sud de la Syrie et de donc maintenir l'armée syrienne à bonne distance, donc à plusieurs dizaines de kilomètres des frontières israéliennes. Voilà pour la réponse à votre première question, Ali. Il me semble que vous en avez une toute dernière pour notre invité. Voilà, donc voici la dernière. Avec ces frappes israéliennes, y a-t-il un risque de généralisation du conflit au reste du Proche-Orient? Thomas Pierret. Alors pas pour l'instant. Il faut d'abord rappeler que les Druzes sont une communauté qui est réduite et qui en fait ne vit que dans 3 pays qui sont la Syrie, Israël qu'on a déjà mentionné, et également au Liban. Mais les Druzes au Liban n'ont pas les moyens militaires d'intervenir dans ce conflit d'une manière ou d'une autre. Et il y a actuellement aucun État dans la région qui serait disposé à venir en aide au gouvernement syrien face à Israël. Tout simplement parce que, comme on l'a vu avec la guerre entre Israël et l'Iran, le rapport de force est beaucoup trop favorable à Israël. Je dirais que même la Turquie, qui est vraiment l'allié privilégié, et on pourrait presque dire le protecteur du nouveau régime à Damas, alors évidemment a condamné les attaques, s'est montrée très inquiète, mais la Turquie considère que pour l'instant, elle n'est pas en mesure militairement d'affronter Israël ou même de chercher à dissuader Israël. Et vraisemblablement, la Turquie cherche d'ailleurs à s'armer davantage pour faire face à cette toute-puissance militaire israélienne dans la région. Ali, avons-nous convenablement répondu à vos questions? Ok, parfaitement, je suis vraiment satisfait. Eh bien, Ali, nous vous souhaitons une excellente journée à Rosso, ville située dans le sud de la Mauritanie. Un grand merci également à Thomas Pierret, chargé de recherche à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. Merci pour cet éclairage. Nous accueillons désormais Jean Bernard qui nous appelle de Douala au Cameroun. Bienvenue Jean Bernard. Bonjour. Alors Jean-Bernard, ce qui vous a interpellé dans l'actualité, c'est ce qui se passe en Irlande avec ces experts qui vont exhumer les restes de 796 enfants morts dans des foyers religieux pour mères célibataires. Alors pour vous répondre, Jean-Bernard, nous avons sollicité Clémence Pénard, c'est notre correspondante à Dublin en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour Namouri. Alors Jean-Bernard, on écoute votre toute première interrogation au sujet de cette affaire de restes de 796 enfants morts dans des foyers religieux de mères célibataires. Oui, en Irlande, des centaines de nouveau-nés décédés et enterrés par des religieuses dans les années 1970 vont être exhumés. Comment en est-on arrivé à une telle décision ? En effet, Jean-Bernard, comme vous l'avez dit, cette affaire fait énormément réagir dans le pays et en dehors des frontières irlandaises. Alors, pour avoir les meilleures réponses possibles, on va écouter ce que peut nous dire à ce sujet Clémence Pénard.
Oui, comment en est-on arrivé à une telle décision, Jean-Bernard? En effet, le combat fut très long. C'est vraiment l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire irlandaise, hein. Pendant des décennies, vous l'avez dit, en Irlande, des milliers de femmes et de filles tombées enceintes hors mariage ont été internées de force et maltraitées dans ces institutions, hein, dirigées par l'Église catholique. Et beaucoup de leurs enfants n'ont pas survécu et ont été enterrés en secret. À Tuam, dans l'ouest de l'Irlande, là où les premières fouilles ont commencé ce lundi, des adolescents avaient déjà découvert des ossements en 1975 dans les égouts de l'ancien foyer qui a fermé ses portes en 1961. Alors Clémence, même là, les autorités ont largement ignoré le problème. Oui, en réalité, rien ne s'est réellement passé avant 2014, lorsqu'une historienne locale, Catherine Corless, révèle l'impensable. À 71 ans aujourd'hui, cette ancienne agricultrice est devenue célèbre en Irlande car elle a mené seule et contre tous des recherches minutieuses et publié les certificats de décès de ces 796 enfants, Jean-Bernard. Des enfants parfois âgés de quelques jours à peine, hein, enterrés dans des fosses sceptiques par les religieuse. En 2016, des premières fouilles confirment l'horreur. On y retrouve des restes humains, des chaussures de bébés, des tétines. Et pourtant, il faudra attendre 2022 pour que le gouvernement vote enfin une loi autorisant des recherches officielles. Alors Clémence, Tuam n'est en effet que la partie émergée de l'iceberg. Est-ce que d'autres exhumations vont être organisées ailleurs ? Oui, Tuam, c'est donc un exemple parmi 18 foyers pour mères et bébés à travers l'Irlande, dont le dernier à Cork n'a fermé ses portes qu'en 1998. Dans le pays, jusqu'à 9000 enfants seraient morts dans des conditions similaires. Mais pour l'instant, aucune autre exhumation n'est prévue. Tuam pourrait néanmoins devenir un précédent, un modèle pour rouvrir les autres pages enfouies de ce scandale. Jean-Bernard, vous aviez une deuxième question pour notre correspondante. Les familles des victimes peuvent-elles espérer que justice soit rendue plus d'un siècle après les faits pour certains cas? Clémence Pénard. Oui, le foyer pour mère et bébé de Tuam dont on parlait a ouvert dans les années 20. Donc oui, certains faits remontent à plus d'un siècle, hein, et malheureusement, beaucoup de proches sont morts sans jamais obtenir de réponse. Ce n'est pas le cas d'Anna Corrigan que j'ai rencontrée sur place. Elle espère aujourd'hui retrouver les restes de ses deux frères, nés et morts dans ce foyer. Sur un rapport d'inspection datant de 1947 qu'elle m'a montré, il est écrit que John, l'un de ses frères, est mort de la rougeole à 16 mois. C'est la version officielle. Mais Anna n'y croit pas, elle pense qu'il est mort de malnutrition et de négligence. Voilà pour les réponses de notre correspondante. Jean-Bernard, êtes-vous satisfait des réponses de Clémence Pénard ? Très satisfait, mais c'est vraiment triste, hein.